Très bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de nous retrouver ce soir pour notre séminaire de rencontres philosophiques éducatives animé par Christian Verrier, Seigneur du Rail, ici présent, et moi-même Florent Pasquier, président du CIRET. On est ravis de vous retrouver tous pour ce moment de partage dans la lignée de l'esprit de René Barbier, qui avait commencé ses rencontres avec Christian il y a déjà maintenant assez longtemps. En tout cas, pour ce soir, c'est la 12e depuis que nous refaisons ce travail ensemble, que nous poursuivons ce travail. Nous sommes toujours ravis de le faire. Ces séances ont été inaugurées en 2016. Voilà, je retrouve le texte de l'Université coopérative de Paris et il se poursuit dans le cadre du journal des chercheurs et des activités du Centre international d'études et recherches transdisciplinaires. La thématique de ce soir portera sur les savoirs issus de la grande pauvreté et nous aurons plusieurs invités pour cela. Christian, je te passe la parole tout de suite pour présenter ce moment ensemble. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci Florent. Alors, c'est la 14e, non pas ensemble, mais c'est la 14e depuis tout le début, la 14e séance de ce séminaire. C'est pas un rythme excessivement élevé, mais depuis 2016, mais enfin, peu à peu, on avance. Alors, à chaque fois, avec Florent, on se met d'accord assez facilement, hein, sans grand écart d'avis. On tombe assez d'accord sur les thématiques et pour ce soir, ça nous a paru assez évident de parler d'ATD Quart-Monde, puisque c'était une des comment dire, préoccupations de René en rapport avec la recherche-action existentielle, mais pas seulement avec la recherche-action, c'était aussi un sujet d'intérêt pour l'intérêt qu'il portait justement au social, au politique, etc., et au spirituel aussi, puisqu'il retrouvait du spirituel dans la recherche-action qu'il avait menée avec ses étudiants autour de la publication du premier livre sur le croisement des savoirs en 1999, hein, je crois. Alors donc là, il faut que je présente les personnes. Et tout d'abord, avant d'arriver à Geneviève et Jérémy, je vais saluer des gens que je connais un peu. Alors il y a Elvis Potier, qui est là parmi nous. Il n'est pas à l'image, mais il est là. Et je signale qu'Elvis vient de publier, il y a quelques mois, un livre sur Jacques Ardoineau, avec de nombreuses participations. C'est paru chez l'Harmattan, qu'il me détrompe si je fais erreur. Et l'annonce est passée sur le journal des chercheurs. Vous trouverez l'annonce, ainsi que les différents contributeurs, les noms des contributeurs, je crois, qu'on les a mis dans l'annonce à ce livre sur Jacques Ardoineau, qui était un compagnon de route de longue date de René, comme, comme beaucoup doivent le savoir. Je salue aussi en passant Ouria Médas, avec qui nous avons travaillé en compagnie de Jérémy il y a 2 ans de ça, 1 an et demi sur l'éducation sentimentale tout au long de la vie, hein, pour un numéro de pratique de formation et pour un livre qui a paru il y a, je ne sais plus, un peu 10 mois à peu près, et préfacé par Gaston Pinault, qui est là également et qui s'en trouve remercié une fois de plus. Qui puis-je encore Voilà, il y aurait Marie-Ange aussi. Je pense que c'est Marie-Ange Abras qui est remerciée d'être là. Et j'en viens. Jean-Louis, j'ai oublié Jean-Louis Legrand, que je vois en haut à droite dans mon damier. Bonsoir Jean-Louis. Alors je pense que beaucoup de gens connaissent Jean-Louis Legrand. Oui, c'est bien lui. Bon, ben, bonsoir Jean-Louis et Oui, bonsoir Christian et compagnon bonsoir tout le aussi monde. Bonsoir Geneviève et Gaston et Martine, etc. compagnon de longue date des histoires de vie aussi, entre autres choses, hein. Plein d'autres choses également comme souvenirs avec lui. Voilà, et puis donc, nos invités de ce soir, principaux, Geneviève de Franck Tardieu,
personnalité très importante d'ATD Quart Monde, et dont René Barbier avait dirigé la thèse, qu'elle a soutenue en 2008 ou 2009, 2008, voilà, et qui a fait l'objet ensuite, son livre, mais certainement, on va t'en reparler, qui a fait l'objet de la publication d'un ouvrage qui est ici. Vous en voyez peut-être le titre, c'est pas très clair, je pense, dans la webcam, mais c'est l'Université populaire monde, la construction d'un savoir, du savoir, pardon, émancipateur. Ouvrage, thèse et ouvrage. Émancipatoire, pardon, oui, une grave erreur. Émancipatoire. Oui, parce qu'il y a une nuance, justement, à travailler sur le plan étymologique. Et donc, cette thèse avait fait l'objet d'un prix, le prix René Raymond de l'université de Nanterre. Voilà, donc, point important que ces universités populaires, sur lesquelles tu vas peut-être revenir à l'occasion, Geneviève. Et j'en passe à Jérémy, Jérémy Yanni, donc, qui est au Laos, si j'ai bien compris tout à l'heure. Récemment, il était au Népal, donc c'est un grand voyageur. Et Jérémy, bien, nous avons fait connaissance il y a 3 ans à peu près, dans le cadre de la préparation de ce numéro de revue sur l'éducation sentimentale et du livre qui a suivi. Et donc, j'ai pas eu le temps de lire le texte là qui m'est arrivé très très récemment de toi, mais je pense que tu dois évoquer à nouveau la présence, je crois, peut-être, ce qu'on appelle la présence à ATD, sur lequel tu développeras peut-être quelques idées. Alors, je signale que tu es en thèse avec comme directrice de recherche Martine Maurice, qui est tout à côté de toi dans le. Et je crois que tu dois soutenir ta thèse vers la fin de l'année, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et donc tu as longtemps travaillé, oui, c'est bien ça, d'accord. Tu as travaillé assez longtemps pour ATD à Noisy, ensuite à Manille. Tu vas certainement revenir toi aussi sur ces points. Alors, pour ne pas être trop long et pour surtout vous laisser la parole, juste deux mots sur les 2 textes qui étaient joints à l'invitation. Alors, il y en avait un, ces 2 textes étant sur le journal des chercheurs. Il y en a un qui présentait la thèse de Geneviève Tardieu lorsqu'elle l'a soutenue. Et là, le texte de René reprend le texte qu'il avait utilisé durant cette soutenance, en insistant sur quelques points qui lui apparaissaient importants. Est-ce que l'université populaire Quart Monde pouvait vraiment se revendiquer du terme université, dans le sens où il n'y avait pas comme objectif dans cette université de délivrer des savoirs institués en quelque sorte, des savoirs académiques, et qu'elle reposait sur d'autres présupposés, à savoir bien que la grande pauvreté recelait en elle-même un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être tout à fait particuliers, et qu'en vertu de cela, elle méritait tout à fait le terme d'université. Le deuxième thème sur lequel il s'étendait, c'est celui sur lequel j'ai fait mon lapsus tout à l'heure, à savoir émancipatoire et non pas émancipateur. Et il se posait la question de savoir pourquoi et comment eh bien, l'activité de cette université populaire, et là Geneviève, tu me corrigeras autant que tu voudras, eh bien, avait bien des effets émancipatoires cette fois, des effets émancipatoires de par la façon dont elle fonctionnait et qu'elle mettait en évidence ces savoir-être qui échappent généralement aux sociologues traditionnels regardant les choses de l'extérieur. Tous les sociologues ne sont pas ainsi, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Et donc, cela avait pour lui vraiment une valeur d'émancipation. Ça. Et le deuxième texte, c'est un texte qui évoque
un cours, un élément d'enseignement qu'il avait mis en place après avoir participé à la publication, on va dire comme ça, du premier livre concernant, comment dire, j'oublie le titre de ce livre. Carmonde Université. Carmonde Voilà, Université. c'est ça. Ouais, le croisement des savoirs, donc, entre les savoirs issus de la grande pauvreté et puis des savoirs plus théoriques, plus académiques. Et je crois que, si mes souvenirs sont bons, René, à l'époque, avait joué le rôle de répondant lors de la présentation du livre en Sorbonne. Et il en avait tiré beaucoup d'enseignements personnels. Et à la suite, il avait donc ouvert une unité d'enseignement, un cours à Paris 8, à l'époque, un cours en présentiel, hein, non pas un cours à distance, qui se nommait Écoute sensible en éducation et recherche action existentielle sur la grande pauvreté. Je vais juste lire ce que l'étudiant pouvait trouver en arrivant dans le couloir de la fac, dans le panneau qui affichait les cours. Le texte invitant les étudiants à venir assister à ce cours était le suivant. Cette unité d'enseignement vise à sensibiliser les étudiants, d'une part, à l'approche transversale et à son écoute sensible en éducation, et d'autre part, ça nous intéresse plus encore ce soir, à faire partager une recherche originale et très récente qui a mobilisé des universitaires, des volontaires d'un grand mouvement d'aide aux plus défavorisés, aide à toute détresse Carmonde, et les personnes militantes vivant dans ces milieux de grande pauvreté. Les résultats de cette recherche ont été présentés au printemps 1999 à la Sorbonne. Voilà. Suivait dans le même texte, eh bien, petite présentation de la méthodologie à suivre pour l'étudiant pour assister à ce cours. J'ai juste relevé dans ce texte ce que je vais vous dire maintenant, ça fait simplement quelques lignes, hein, des points qui nous permettent de voir un peu comment il pouvait organiser cette UE sur des bases de recherche-action existentielle. Et ça, c'est issu d'un article qu'il fera un peu plus tard pour la revue ATD Carmonde. Vous devez la connaître peut-être, enfin ceux qui sont proches d'ATD Carmonde naturellement. Hein. C'est tiré de cette revue. Voici un fragment de son texte. J'ai donc demandé aux étudiants de se regrouper en équipe de travail de 5 à 6 personnes à partir des 5 thèmes constituant la structure du livre sur le croisement des savoirs. Chaque équipe devait explorer l'ensemble de cette recherche et la replacer dans le cadre de la méthodologie générale de la recherche-action. Elle devait également partir de l'implication de ses membres. L'implication, c'est un des mots-clés de cet enseignement. L'implication de ses membres, donc, en explorant et en partageant leur histoire de vie. Histoire de vie, là aussi, on rencontre des courants très importants à Paris 8, non seulement à Paris 8, mais importants là. Chaque équipe faisait un travail approfondi sur le thème choisi, sans s'interdire d'entrer en échoïsation entre eux, en fonction de leur propre vécu. Chaque a tenu son journal d'équipe au fil des séances, suivant la méthode du journal d'itinérance que René préconisait lui-même dès qu'il avait des travaux de groupe un peu suivis. Ensuite, chaque équipe a présenté, lors des dernières séances, le résultat de son travail, en s'efforçant d'être pédagogue pour l'ensemble du groupe. Par ailleurs, chaque membre de l'équipe avait à écrire une fiche de lecture sur un des livres recommandés, dont évidemment Le croisement des savoirs, qui a fait dès lors un bon d'achat à la librairie de l'université. Il faut signaler une innovation importante, et ça, oui, je trouve que c'est vraiment intéressant. Au moment des exposés de fin d'unité d'enseignement par équipe, tous les étudiants ont pris la parole dans chaque groupe. Donc, à chaque prise de parole, 2 acteurs auteurs de ce livre, Le croisement des savoirs, ont pris la parole dans chaque groupe.
pour dire leur point de vue sur le travail effectué par les étudiants et aussi pour discuter avec eux. Et là, ils sont chaleureusement remerciés. Alors, René même les limites de ce dispositif, qui en fait était une recherche-action existentielle sur une recherche-action existentielle, un emboîtement de recherche-action dans cette affaire. Les limites, c'est le temps pour lui. Il faut du temps pour que les groupes fonctionnent comme ça avec une telle implication, pour que les échoisations, comme il le dit, de se réaliser. Il faut aussi réussir à faire sonner ce qu'il appelle 3 types de présence. La présence de l'homme affectif au sein de ces groupes, de l'homme symbolique et de l'homme social. Et c'est vraiment au carrefour de ces trois dimensions de l'homme, de l'être humain, eh bien que quelque chose se dégagera qui sera de l'ordre de l'émancipatoire, non seulement cette émancipation venue du croisement des savoirs, mais aussi cette émancipation des étudiants eux-mêmes travaillant sur ce sujet. Alors, il faut du temps, et puis l'un des écueils, c'est que c'est difficile parfois, c'était difficile parfois apparemment, d'obtenir que des volontaires, que des sympathisants, que des alliés, je ne sais pas, d'ATD Quart Monde veuillent bien venir à la fin pour écouter ce que les étudiants avaient à dire en sous-groupe de leurs travaux eux-mêmes en sous-groupe. Voilà. Et donc, il termine en disant « L'originalité apparaissait dans l'objet de connaissance lui-même, une recherche-action pédagogique prenant appui sur une autre recherche-action. » Et il termine un peu sur une philosophie pédagogique disant que pour transmettre cette façon de faire à l'université, qui est en rupture avec la transmission académique de savoir institué, de savoir froid, comme dirait Lévi-Strauss, eh bien, il faut vraiment être plus qu'un professeur d'université, il faut être un pédagogue. Il faut être un pédagogue vraiment capable de dialoguer avec ses groupes pour en faire ressortir ce qu'il y a de plus impliqué et de plus résonnant, en quelque sorte, avec leur propre vécu parfois, relié à la pauvreté, peut-être pas à la grande pauvreté, mais au moins à la pauvreté. Voilà, donc ça c'était, vous voyez, à peu près le contenu de ces 2 textes. J'étais peut-être pour restituer aussi la démarche pédagogique que René Barbier pouvait réussir parfois avec plus ou moins de réussite à partir du réel auquel il était confronté. Donc c'était souvent des travaux intéressants en ce sens-là. Et qu'il est croisé à TD justement dans ce cadre-là, eh bien, je pense que l'un et l'autre de chaque partie, ATD bien entendu, mais aussi les étudiants de Paris 8, eh bien, ont dû très probablement en tirer des richesses dépassant largement le savoir, les richesses du savoir académique qui en a lui aussi, bien sûr. Voilà, donc je vais arrêter là. Je te rends peut-être la parole, Florent, avant de... Oh, écoute, non, merci. C'est bon, juste très très rapidement, parce que tu as quasiment tout dit. Quelques mots-clés, moi, que j'ai retenus de ces textes que je viens de mettre dans le chat à la demande de certaines. C'est effectivement les mots-clés habituels chez René qui font qu'on trouve son travail formidable et qu'on essaye de le poursuivre chacun selon nos possibilités. Les dispositifs universitaires, la recherche-action existentielle, la connaissance intime, les outils qu'il a développés, comme le journal d'itinérance, le fait d'avoir des auteurs, des travaux en petits groupes, le fait d'être au carrefour, au croisement, à la médiation. Dans les textes, moi, ce que j'avais retenu aussi, c'était la question des pulsions narcissiques. Bon, c'était un thème, alors on le retrouve pas forcément beaucoup ici, mais quand même, c'était lié. Et puis surtout, et je termine juste avec ça parce que ce serait trop long, le fait de la convivialité et de la qualité qui demande du temps, comme tu l'as très bien rappelé tout à l'heure, et qui nous
font basculer vers tout le travail de Paulo Freire sur ces questions-là. Voilà, donc je ne m'appesantis pas et puis je propose de passer tout de suite la parole à nos invités. Alors, je ne sais pas qui souhaite commencer entre Geneviève et Jérémy. Je n'ose donner un ordre de passage. Euh, c'est comme vous voulez, en fait. Voilà. Je commence? Geneviève, tu veux bien commencer parce que tu as connu René, pas moi. Donc je pense que c'est plutôt à toi de commencer, si tu es d'accord. Alors, et merci beaucoup Christian d'avoir présenté ces deux textes qui sont vraiment forts à propos. Et je recommande aux étudiants, aux chercheurs qui sont issus de la revue Carmonde, donc qui est effectivement une mine facilement accessible pour retrouver un mot-clé, beaucoup de contenu et l'histoire. Et l'histoire donc qui est longue finalement entre René Barbier et le mouvement ATD Carmonde. Donc effectivement, il s'est intéressé à la démarche Carmonde Université et la méthodologie de recherche et du croisement des savoirs dès 1999, alors que c'était vraiment très peu connu. Et il a osé donner sa crédibilité en faisant une intervention donc au colloque de la Sorbonne qui a été tout à fait importante et bien reçue. Donc, à la suite de ça, effectivement, il a donné un cours à Paris 8 sur cette méthodologie de recherche, donc ce qui a été apprécié aussi. Et compte tenu de tout cela, quand j'ai eu le souhait de faire de la recherche, je me suis assez naturellement adressée à René Barbier. Donc, moi, je suis avant tout volontaire permanente du mouvement ATD Carmonde, c'est-à-dire que j'ai passé toute ma vie à travailler au sein du mouvement ATD Carmonde dans différentes actions de lutte contre la pauvreté, mais toujours orientée autour de la culture, de la connaissance, du partage du savoir. Voilà. À l'origine, j'étais donc enseignante, mais j'ai découvert des enfants très jeunes. J'ai découvert des enfants par une action du mouvement ATD Carmonde. J'ai découvert des enfants dans les universités, dans les bibliothèques de rue, qui étaient très intelligents, mais qui étaient déjà en échec scolaire et qui étaient déjà dans des réseaux de garage, dans des voies de garage de l'éducation. Donc, j'ai décidé d'abandonner mon métier d'enseignante et de devenir volontaire permanente, où effectivement la culture était un levier de lutte contre la pauvreté. Et finalement, à travers les que j'ai eues dans les 40 ans maintenant, au sein du mouvement ATD, j'ai travaillé Conseil économique et social, j'ai travaillé aux États-Unis en écrivant l'histoire du mouvement. J'ai travaillé avec Geneviève de Gaulle sur la loi d'orientation contre les exclusions. Différentes choses, mais qui étaient toujours dans le sillon d'approfondir le savoir, la culture et la reconnaissance des savoirs des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir trouver une grande cohérence dans toutes mes actions. Et donc, j'ai animé pendant 5 ans l'Université populaire Carmonde, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Et
René Barbier m'a encouragée à faire une thèse en sciences de l'Université populaire Clermont, parce que justement, il acceptait ce type de recherche qu'est la recherche-action participative, parce que ça me semblait totalement en cohérence avec la démarche de l'Université populaire. La recherche-action participative, comme vous le savez bien entendu, repose sur les personnes qui sont concernées directement par la recherche et elle a pour but, évidemment, l'émancipation des personnes concernées. Donc, c'était tout à fait cohérent avec la démarche de l'Université populaire qui est aussi la production d'émancipation à partir de la connaissance qui est fondée sur l'expérience de vie des personnes qui vivent dans la pauvreté. Donc, René Barbier, de façon très simple et très didactique et voilà, qui m'a beaucoup touchée, m'a dit, mais voilà, il faut que tu poses 3 questions aux personnes. Qu'est-ce que l'université populaire pour eux, pour elles? Comment le savoir y est construit et qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Voilà. Et en travaillant ensemble, on a réussi à avoir une lecture, une relecture de ces années d'animation d'université populaire pratiquées ensemble, où vraiment à même niveau, on réfléchissait avec la démarche de la recherche-action participative et on a produit donc ce beau livre qui effectivement a été publié par l'Université de Nanterre parce que René m'a encouragée à concourir au prix des thèses. Alors moi, je ne suis absolument pas quelqu'un qui aime les concours ou voilà, ça. Mais je lui ai vraiment fait confiance et c'était un gros travail parce qu'il fallait réduire d'un quart le document de thèse et donc c'était risqué, mais bon, ça m'a réussi parce que ça a été vraiment une fierté, une immense fierté pour les membres de l'Université populaire que ce travail soit reconnu. Alors déjà, la soutenance de thèse, c'était un moment grandiose parce que on était dans un immense amphi. Il y avait tous les membres de l'Université populaire qui avaient participé à la recherche, qui étaient là derrière moi. Et ils me soutenaient, ils suivaient ce que j'avais à dire. Et à la fin, les gens disaient alors, on a été validé. J'ai trouvé ça merveilleux parce que ils sentaient vraiment que c'était leur travail, leur recherche, leur réflexion qui était prise en compte par l'université. Voilà. Et donc plus encore lorsque le prix des thèses a été accordé. Alors, je voudrais dire que cette étape, elle s'inscrit dans une démarche d'ATD Quart Monde qui est très longue, en fait, qui remonte à ses origines, mais que je vais essayer de vous retracer rapidement parce que avec le recul du temps, c'est vraiment intéressant de s'y replonger et de voir les progrès réalisés. Alors, donc, ATD Quart Monde est né il y a plus de 60 ans dans un bidonville de la région parisienne. Et le père Joseph Brzezinski, puisque c'est le fondateur de ce mouvement qui est aconfessionnel, apolitique, mais c'est même un prêtre, a dû déjà se battre pour faire reconnaître que la grande pauvreté n'était pas une succession de cas isolés, mais véritablement un phénomène de société et qui résultait de quelque chose d'absolument unique et à combattre, qui est l'exclusion sociale. Et donc, ATD Quart Monde a dû
travailler avec des chercheurs, avec des sociologues, pour arriver à faire exister cette population et ce phénomène. Donc, on est déjà, dès les débuts du mouvement, à reposer, à se réclamer de la démarche scientifique pour faire exister une population. L'étape suivante, c'est effectivement de travailler directement avec les personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté pour faire reconnaître leur savoir d'expérience. Et ça, c'est le principe fondateur de l'Université populaire Carmonde, parce que Brzezinski avait eu l'intuition qui s'est révélée tout à fait vraie et toujours valable, que les personnes qui vivent dans la pauvreté sont porteuses d'une expérience spécifique qui est indispensable à la compréhension du monde. Très souvent, les personnes qui vivent dans la grande pauvreté sont ignorées, sont exclues de tous les lieux de réflexion, sont privées des moyens de la réflexion, du vocabulaire, etc. Mais on peut, au contraire, s'arranger pour construire un dispositif pédagogique, si on veut, ce lieu de l'université populaire, qui est un lieu de réunion, où des échanges très préparés ont lieu, et où la source de connaissance, c'est l'expérience des gens qui ont la grande pauvreté, qui vivent la grande pauvreté. À partir de cette expérience, des savoirs peuvent être créés. Qu'est-ce que c'est que vivre dans une caravane? Qu'est-ce que c'est qu'être rejeté aux urgences à l'hôpital? Qu'est-ce que c'est d'être obligé d'élever ses enfants sans avoir d'espoir pour l'avenir? Voilà. En partant de ça, il est possible de construire un dispositif qui s'inscrit dans une démarche que Jürgen Habermas appellerait l'agir communicationnel. Et là, on en revient à l'expression du savoir émancipatoire. C'est Jürgen Habermas, dans les traductions en français, ce qu'il décrit comme la résultante d'un dialogue constructif qui a un impact sur la réalité, c'est l'agir communicationnel. Voilà. C'est la réflexion théorique qui s'appuie sur lui pour décrire de façon très puissante ce qui se passe à l'université populaire. Donc, à Télécarmonde, il y a eu beaucoup d'universités populaires et les militants, donc les gens qui ont l'expérience de la pauvreté, ont été formés et ont pris l'habitude de s'exprimer en public, d'apporter leur réflexion et d'être plus arrivés à échanger avec d'autres. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, on a pu aller davantage dans la création de connaissances, justement en mettant au point cette méthodologie de recherche qu'on appelait le croisement des savoirs. Alors, le croisement des savoirs consiste à faire réfléchir ensemble des gens qui sont porteurs de savoir, qui ont différentes sources. Ça va être, bien entendu, les militants qui ont l'expérience de la grande pauvreté, mais aussi des praticiens. Praticiens, ça va être enseignants, médecins, travailleurs sociaux, etc., juristes, qui ont eux aussi un savoir de la grande pauvreté. Et puis des théoriciens, universitaires, chercheurs, voilà. René Barbier aussi savait des choses sur la grande pauvreté. Et donc, bien entendu, lorsque chacun peut apporter ses savoirs et que on est assez habile pour créer des échanges à égalité, si on est assez habile pour créer des dispositifs de façon à ce que les gens n'aient pas peur les uns des autres, à ce qu'on écoute en priorité ceux qui ont le plus de difficultés à exprimer, eh bien, on arrive à ce que les personnes, finalement,
réfléchissent ensemble et produisent des savoirs qui sont croisés, mais croisés au sens de la fécondation ou de la fécondité des différents savoirs. Alors, ça, c'est extrêmement important et le mouvement a continué à pratiquer ce type de recherche. Et simplement, je voulais vous en citer deux pour pas allonger trop le propos. Mais assez récemment, il y a eu une nouvelle recherche qui a été pratiquée, bien entendu, en croisement des savoirs, et qui est une recherche en philosophie sociale qui a permis de creuser à fond le contexte de l'injustice épistémique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que on a l'habitude de penser que effectivement, il y a une injustice de distribution dans les savoirs, comme les ressources ou les biens sociaux. L'accès au savoir est mal distribué. Mais pour les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, c'est bien plus impactant, puisque ce non-accès au savoir fait véritablement du tort aux personnes. C'est central dans leur expérience de vie parce que c'est une atteinte à leur dignité et c'est comme ça qu'elles sont repliées dans la honte, le silence, l'isolement. Et donc, si on ne prend pas en compte cette situation fondamentale, eh bien, on ne peut pas lutter contre la grande pauvreté. Alors, c'est là que je peux vous montrer comment fonctionne une recherche en croisement des savoirs. Les universitaires se sont appuyés en particulier sur la féministe Miranda Fricker, qui a expliqué sur l'injustice épistémique qu'il y avait non seulement des injustices d'accès au savoir, mais des injustices testimoniales, c'est-à-dire qu'il y a des cas de figure dans lesquels on ne croit pas ce que les gens disent. Il y a des injustices herméneutiques, c'est-à-dire que les gens disent des choses, mais on les interprète à tort. Et là, les personnes qui vivent dans la grande pauvreté ont pu se reconnaître, se dire, mais oui, nous aussi, c'est ça qu'on vit. Donc, elles ont aussi ajouté de nouvelles notions. C'est l'injustice d'appropriation, la mise à profit de classes par les classes plus aisées, de découverte faite par les plus pauvres, et l'injustice de contribution, c'est-à-dire que les personnes qui vivent dans la grande pauvreté contribuent des choses qui sont sans arrêt niées par les autres, et leur expérience de vie est réduite à des anecdotes. Elles sont vidées de leur portée existentielle et politique. Alors que, évidemment, c'est tout le contraire qu'il faut arriver à mettre en valeur pour sortir de cette injustice épistémique. Une autre notion qui a beaucoup aidé les militants à réfléchir justement sur cette injustice de la distribution du savoir, c'est le recours aux travaux de W. Dubois, donc qui était pionnier de la pensée antiraciste et qui a développé ce qu'on appelle la conscience dédoublée. Et donc, il a montré que les personnes noires, même après l'abolition de l'esclavage, se perçoivent eux-mêmes selon les catégories des dominants et donc exclus de la communauté du savoir. Et les gens qui vivent la pauvreté ont réalisé que eux vivaient cette même injustice parce que ils se jugent, ils se voient selon les catégories méprisantes et dépréciatives des personnes qui les oppressent, c'est-à-dire tout un chacun, tout un commun. Les militants ont pris conscience en ayant ce recours
aux apports théoriques des universitaires qui ont tout fait pour expliquer avec des mots simples, mais les idées brillantes arrivent à s'expliquer simplement quand on les maîtrise bien. Et donc, une recherche qui décrit ces injustices épistémiques et les façons d'y remédier est particulièrement intéressante. La dernière chose que je voulais vous signaler, c'est que il y a eu aussi ce que j'appellerais une méta-recherche. C'est une recherche qui a été construite en croisement des savoirs sur la méthode du croisement des savoirs. Parce que de nos jours, les recherches actions participatives sont très développées. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout sérieuses, qui sont simplement des prétextes. On fait venir des gens, des pauvres, pour les questionner un petit peu, enfin pour faire pot de fleurs, mais leur savoir n'est vraiment pas pris au sérieux. Donc, il y a eu une convention qui a été réalisée entre ATD Quart Monde, le CNAM et le CNRS pour justement faire reconnaître cette méthodologie du croisement des savoirs. Et ensemble, donc les gens qui ont l'expérience de la pauvreté, les universitaires et les praticiens, ont vraiment décrit ce qui est absolument indispensable, incontournable pour arriver à faire une recherche sérieuse qui est productrice de nouvelles connaissances et émancipatoire. Alors, il y a des critères, la nécessité de recourir à des groupes de pairs, justement, pour arriver à rééquilibrer cette inégalité entre les pouvoirs des différents savoirs, la nécessité de coproduire ensemble, jusqu'au bout, la recherche entre les gens qui ont l'expérience de la pauvreté, les praticiens et les universitaires. C'est très difficile, mais c'est possible, en passant par des enregistrements systématiques, des transcriptions, des relectures communes, des techniques simples comme lire ensemble ou à haute voix un texte, surligner les choses avec lesquelles on est d'accord ou pas, etc. C'est possible d'arriver à rééquilibrer les pouvoirs entre les différents savoirs. Voilà, et aller jusqu'à coproduire ensemble les résultats de la recherche. Voilà, c'est ce que j'avais l'intention de vous offrir, c'est un petit panel de la progression donc des efforts d'ATD Quart Monde pour avancer dans ce qui a été possible de réaliser sur la construction de la connaissance à partir de l'expérience de la pauvreté. Et pour revenir au titre que Christian avait donné à la conférence, je dirais qu'on est très très loin du domaine social. C'est-à-dire que, bien entendu, au départ, la préoccupation est celle des gens qui vivent dans la pauvreté et de réduire la pauvreté. Mais réduire la pauvreté, ça passe aussi par la réduction des injustices épistémiques. Ça passe par ces exercices très particuliers, très, très spécifiques, qui sont passionnants, mais qui sont valides pour tout le monde, pour la société entière. Au moment où la société se brise en morceaux, où les pays sont à milieu les uns des autres, ou même au sein d'une même société, les compréhensions du monde sont tellement différentes, eh bien, s'astreindre à cette réflexion collective, cette compréhension de la réflexion des uns et des autres, eh bien, je trouve que c'est absolument fondamental pour avancer ensemble et contribuer à la démocratie. On sait que la démocratie est tellement menacée, attaquée. Cette construction commune du savoir, pour moi, c'est une brique portée à la construction de la démocratie. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous présenter. Et si vous avez d'autres questions, bien entendu, je suis tout à fait ouverte. Merci Geneviève. Merci parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Moi,
moi, j'aurais bien envie de rebondir sur plein de détails que tu as donnés, mais on n'en aura pas le temps. Mais moi, je suis content de voir aussi que les choses progressent. Par exemple, l'injustice épistémique dont tu parles, c'était une expression, une idée, une notion qui n'était pas du tout encore utilisée, même si elle était en germe probablement, dans le cours de René Berger décrit tout à l'heure. Hein. C'était là, c'était là. Sauf que maintenant, on voit que ça se formalise et c'est fort bienvenu. Pas oublier que ce cours auquel j'ai fait allusion, il a quand même 25 ans aujourd'hui, un quart de siècle. Hein, ça faut aussi se replacer dans l'optique où plein de choses ont eu lieu actuellement, y compris des nouveaux tours de pensée hein, que l'on voit quand tu fais allusion aux recherches sur le racisme, par exemple, que tu peux mettre parfois en parallèle avec le vécu de la grande pauvreté. Donc c'est vraiment bien de voir que tout se réactualise et ne s'ossifie pas dans une forme qui perdrait finalement au fil du temps de son importance, quoi. Et puis ça ravive la recherche-action aussi. Hein, moi je trouve que tu as vraiment raison de souligner au passage que parfois, pour certaines démarches, le terme de recherche-action est utilisé un peu à la légère, quoi. Hein, comme une espèce de billet de passage pour de l'originalité de recherche, alors qu'elle n'en est pas dans certaines de ses formes. Quoi. Voir qu'elle est plutôt dans un courant, j'oserais pas dire conformiste, mais enfin un peu collaborationniste quand même, avec l'ordre des choses. Hein, et je crois que tu as vraiment raison de réactiver aussi de ce côté-là la recherche. Bon, mais je vais me taire. Je vais me taire. Et je ne sais pas, Florent, comment tu vois les choses. Passe-t-on la parole directement à Jérémy ou Absolument, on se ça donne m'a un l'air temps de convenu. réaction? Non, je propose qu'on passe la parole tout de suite à Jérémy, et puis comme ça, comme l'heure tourne, on pourra proposer aux invités de la soirée de passer en mode interactif et d'échange convivial. Jérémy, si tu veux, à toi, le flow, comme on dit. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, ouais. Bah, merci, pour l'invitation et aussi merci Geneviève parce que j'avais pas entendu. Tout ça, c'est connu par moi, mais en fait, des fois, vu que je suis assez loin du mouvement, ben, c'est bien aussi de le réentendre. Voilà, donc merci. Donc, vous m'entendez, hein, c'est bon? Ouais. Ah oui. Donc, moi, voilà, je m'appelle Jérémy et Yanni et je suis doctorant en sciences de l'éducation. Et je suis aussi rattaché à l'IRASEC, en fait, qui est un institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Ça fait 10 ans que je vis aux Philippines. Et je suis arrivé aux Philippines dans le cadre d'ATD Quart-Monde en 2015. Et donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle la présence dans le mouvement ATD Quart-Monde et aussi de l'écoute sensible, voilà, de René Barbier, parce que ça m'a beaucoup frappé, en fait, les liens entre les deux, mais aussi il y a des spécificités, c'est pas la même chose. Et donc, je voudrais parler de ça, voilà. En relisant plusieurs textes produits par le mouvement ATD Quart-Monde et René Barbier, et en me basant sur ma propre expérience en fait de recherche et aussi mon expérience de vie aux Philippines. Voilà, je vais vous parler de la présence. Je vais le dire rapidement parce que j'imagine bien que tout le monde sait ça. Par rapport à ce que René Barbier appelle l'écoute sensible, alors il dit l'écoute sensible et tenter de la définir nous entraîne vers une recherche de ce que peut devenir un être humain. Il dit ça, René Barbier. Donc il y a vraiment une dimension ontologique. On verra qu'on retrouve plus tard dans la présence. L'écoute sensible, pour Barbier, elle renvoie à la disponibilité, à la complexité, non pas dans une individualisation alors du sujet, c'est moi qui dis le mot sujet, c'est pas lui, mais non pas dans une individualisation, mais dans la reconnaissance voilà, d'autres parcours, d'autres histoires qui sont entrelacées, il dit, et historiquement situées, au cœur d'une complexité inéluctable, impossible à comprendre complètement. Donc il y a vraiment cette dimension d'opacité aussi dans
l'écoute sensible chez Barbier. Donc l'écoute sensible, il nous dit, elle renvoie donc à l'écoute et au sensible. Bon, euh, écouter, René Barbier nous dit, ça renvoie aussi à un écho enrobé de silence. Ça veut dire que quand on écoute, on laisse se dissoudre la parole de l'autre en soi. Il donne cette métaphore, cet exemple du galet de sel dans l'océan. Voilà, je trouve que ça représente bien. Et puis pour lui, entendre, c'est pas écouter, ça renvoie pour lui au conformisme, à l'habitus, au civilisationnel, à la coutume ou la loi du moment. Et par rapport au sensible, ce qu'il nous dit René Verbier, c'est que voilà, c'est situer une écoute dans l'affectivité, dans les émotions, dans les passions, les sentiments, et ça renvoie au corps dans sa totalité, au-delà de la séparation platonicienne, donc intelligible et sensible, qui serait bien séparée avec un mur entre les deux. Et donc la spécificité principale de l'écoute active, dans la perspective qu'il développe, c'est la disponibilité. Voilà, il y a cette notion de disponibilité. Voilà par rapport à l'écoute sensible. Excusez-moi, j'ai dit écoute active, c'est écoute sensible. Alors moi, quand j'ai d'abord découvert cette perspective, j'ai été beaucoup surpris de ne pas trouver plus de références à la phénoménologie. Ça m'a beaucoup fait penser à la phénoménologie. Donc je me suis interrogé et j'ai cherché les traces des liens entre René Barbier et la phénoménologie dans certains de ses écrits, parce que c'est pas son ambiance épistémologique, pas tout à fait. Et j'ai trouvé ça surprenant. Et donc, dans l'essai de la profondeur en éducation, une écoute sensible, qu'on retrouve sur le site, René Barbier pose deux questions dans le chapitre 1. C'est intéressant, il dit, peut-on penser un registre philosophique qui relèverait plus de l'expérience vécue que du simple concept? Et il dit aussi, doit-on accepter d'être fécondé par des orientations de pensée qui sont propres aux cultures, notamment orientales? Et donc, dans cette lecture, moi, j'ai trouvé quelques réponses sur ce qui différencie, selon René Barbier, la phénoménologie de l'écoute sensible, et c'est important, je pense, pour comprendre la présence à la TD Carmonde. Pour René Barbier, s'éveiller à la conscience, ça renvoie pas à s'éveiller à la conscience de quelque chose, la conscience d'un objet, mais plutôt à un état particulier de la psyché, il dit, qui est sans séparation avec le monde. Et tout ça, ça conduit vers le sentiment océanique de Romain Rolland. Donc on voit bien, en fait, qu'il y a un écart avec la proposition de la phénoménologie qui postule que la conscience est intentionnelle dans le sens où elle a un objet. La conscience n'est pas vide, on est conscient et conscient de quelque chose. C'est ça la proposition de la phénoménologie. Et Barbier, il semble affirmer l'inverse, que la conscience, elle n'est pas intentionnelle. Et il développe cette idée dans l'essai inachevé dont j'ai parlé. Donc après quelques remarques, voilà, c'est parler de la présence dans le mouvement ATD Carmonde, qui est différente de ce sentiment océanique, et qui relève pour moi de l'intentionnalité de la conscience, c'est ce qui la différencie de l'écoute sensible. Donc moi personnellement, donc voilà, la rencontre avec la grande pauvreté aux Philippines, pour moi, elle a été une porte d'entrée vers dans un monde où en fait tout était flou, tout était parce que je parlais pas la langue, parce que ils habitent dans un cimetière public, parce que les gens qui vivent dans la rue à Manille, c'est horrible, quoi. Enfin, je dis pas que c'est plus horrible qu'en France, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment choqué plus que ce que j'avais vu en France, vraiment. Les gens vivaient sous un pont, enfin, c'est atroce, quoi. Voilà. Et c'est atroce, mais c'est incompréhensible comme ça, quoi. Il y a un truc qui est gênant, qui est dérangeant. Et pendant plusieurs années, je m'étais dit, mais comment je suis qui là-dedans, quoi. Et en fait, la rencontre avec la grande pauvreté aux Philippines, pour moi, elle a été un début de réflexion, enfin une continuité de réflexion à sortir de toutes ces étiquettes et ces identifications que je me donnais, qu'on m'avait données, que je suis un homme blanc, qu'il y a des pauvres, qu'il y a des pas pauvres, que je suis un colon, que je suis pas un colon. Ça m'a vraiment interrogé sur le plan existentiel.
Et, et donc, ce que je vais essayer de dire, c'est que ça peut devenir une ressource épistémologique. En tout cas, je le pense. Et que, en fait, sortir de cette place assignée, ça peut devenir une ressource épistémologique pour travailler avec des personnes en situation de grande pauvreté. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. Alors, moi, pendant de nombreuses années, j'avais exercé la profession de caissier avant d'être volontaire. En 2011, j'étais caissier. Et puis, j'avais été en fait gravement malade dans les années 2000. Et donc, voilà, j'ai été hospitalisé pendant presque une année. Et puis, j'ai été reconnu travailleur handicapé. Et en fait, quand j'ai commencé mon service civique en 2011 à ATD Carmonde, j'avais pas de diplôme parce que ATD, il prend pas les gens sur les diplômes, il donne la chance à tout le monde. Et en fait, ça correspondait à des aspirations qui m'animaient vraiment de trouver par le travail une manière de m'émanciper. C'est ce qui m'avait vraiment intéressé dans ATD et qui renvoyait aussi à mon histoire personnelle puisque j'ai moi-même, en fait, j'ai vécu en foyer de façon décousue, j'ai vécu à droite à gauche pendant des années parce que j'avais pas de logement stable, en fait. Et ça m'a obligé à arrêter mes études quand j'étais jeune. Et voilà, j'ai été aussi suivi, j'ai eu des mesures d'AEMO, moi-même, j'ai eu un éduc, j'ai été suivi, enfin, j'ai été pris en charge dans cette grande machine de la protection de l'enfance. Et ma mère, elle a vécu le placement, enfin, ça me renvoyait vraiment à mon histoire, beaucoup, beaucoup. Et donc, pour moi, rejoindre ATD Carmonde, c'était aussi me donner la possibilité de faire quelque chose de concret contre inacceptable de l'humiliation de ne pas être considéré comme un être humain et que moi-même j'avais expérimenté en fait, moi-même dans ma propre vie. Et je peux dire en ça que le mouvement ATD Carmonde, il m'a sauvé en fait et il m'a permis d'obtenir la confiance nécessaire pour reprendre mes études. En fait, j'aurais jamais pu faire une thèse si j'étais pas passé par la case ATD, c'est évident pour moi. ATD, j'étais un peu perdu là-dedans, c'est flou, qui suis-je là-dedans? C'est difficile d'être volontaire quand on a soi-même une histoire qui est proche de la pauvreté, c'est difficile. Mais c'est difficile aussi d'être travailleur social, une histoire proche des personnes qui souffrent. Ma première mission, elle consistait à vivre à Noisy-le-Grand, dans un centre d'hébergement où il y a le mouvement est né. Et puis, c'est là où j'ai découvert ce que ATD appelle la présence. Et en fait, dans un article de la revue Carmonde, il y a André Modave, qui est un volontaire, il dit « La présence, c'est rejoindre un peuple souterrain, comme invisible aux yeux de tous, y compris des intéressés eux-mêmes. » Moi, ça m'a beaucoup parlé. Et ma mission, elle n'avait pas de contour. Ma mission, c'était d'être présent. Alors moi, je me suis dit, mais désolé Geneviève de parler comme ça, ils sont un peu allumés, quoi. Ils me disent d'aller habiter là-bas dans un centre d'hébergement et ils me disent pas quoi faire. Ils me disent, sois présent. Et ça m'intriguait. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de contour. On ne me disait pas quoi faire. Et parce que la présence, elle consiste pas forcément à faire quelque chose, elle consiste à se lier avec des familles, on passe des moments ensemble. Alors moi, je me rappelle, là, sur le canapé, on regarde la télé, on prend un café, on fait une promenade, on va au centre commercial, machin comme ça, quoi. Voilà, c'est ça la présence. Personnes qui ont vraiment eu la vie dure, quoi, qui ont vécu dans la rue, à l'aéroport de Roissy pendant au moins 8 ou 9 ans, avant d'être dans... C'était vraiment des parcours de vie. Donc, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est souvent silencieuse, parce que devant telle situation, on ne trouve pas les mots. Il y a quand même, c'est difficile de trouver les mots quand on côtoie les personnes très pauvres au quotidien. Je pense que Geneviève, tu es d'accord. Des fois, on ne peut pas trouver les mots de ce qu'on voit. Et ça, moi, ça m'a développé une sensibilité, voilà, aux vagues, à l'eau dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça s'est renforcé précisément parce que les personnes, elles vivent dans un système, c'est vraiment un environnement difficile. Et je vais vous donner de la façon dont j'ai compris la présence à ATD Carmonde. En 2016, j'étais dans le cimetière, donc je visite aux familles qui vivent dans le cimetière. Et puis, je parlais avec un monsieur, et puis, sa sœur, elle vivait avec le mausolée, et puis elle était vraiment, vraiment, elle pouvait pas marcher, elle avait des gros problèmes de santé, et puis elle s'est écroulée, et en fait, elle est morte devant nous, et puis on a dû prendre la faire pousser pour la mettre dans une couverture, et on l'a portée pour aller dans l'allée principale.
Et on pensait peut-être qu'on allait pouvoir trouver un transport pour l'emmener à l'hôpital, mais on n'a pas trouvé. Et en fait, moi, j'ai marché, et puis mes larmes, elles coulaient, et je pouvais pas parler. Et pour moi, c'est ça la présence, en fait, c'est d'être là. Et on peut pas parler, on peut pas prendre la parole, c'est pas possible, mais on est quand même là. Et c'est en fait la présence. Voilà, c'est comme ça que je la comprends. Et le monsieur m'a dit, il m'a dit, il m'a dit en filipino, ganito kuyang buhay natin. Ça veut dire nos vies. Et nos, c'est nos, tout le monde, nous tous. Nos vies sont comme ça. Voilà, nos vies, c'est comme ça, nos vies. Et pour poursuivre sur le plan épistémologique, donc par rapport à l'approche Bible, j'ai essayé moi de comprendre en quoi la présence c'était une ressource épistémologique pour faire une recherche. Et j'ai trouvé que la lecture de Édouard Glissant, en fait, elle permettait de répondre partiellement à cette question. Qu'est-ce qu'il nous dit, Édouard Glissant? Il nous dit ne pas avoir accès au sens tragique des situations opaques. On peut les traverser à condition de se défaire de l'illusion d'une lecture transparente du réel. Voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ce droit à l'opacité, d'errance face aux définitions qui inscrivent, ça veut dire qu'en fait, ça reste incompréhensible et les individus ne sont pas toujours transparents. Mais ça ne veut pas dire que le monde n'est pas connaissable. C'est pas la même chose. Et donc, ce qui critique Glissant ici, c'est la difficulté de la science dite universelle à comprendre les réalités à partir de la légitimité qu'elle se donne. Elle s'auto-alimente là-dedans. Voilà. Nous, aux Philippines, on a mené une recherche il y a l'année passée autour d'une action. Alors, on n'a pas utilisé la méthodologie du croisement des savoirs que Geneviève vient de présenter parce que le mouvement, en fait, est ouvert à la pluralité des méthodes et ça se construit aussi beaucoup à partir des ressources locales, qui est là, quelles sont les sensibilités en jeu. Ça se construit aussi comme ça, le mouvement. C'est pour ça que c'est un mouvement. Et par rapport à la recherche qu'on a menée, en fait, on a essayé de savoir, à partir d'une action autour de l'épargne, tous les vendredis, on allait dans le cimetière récupérer, proposer aux personnes d'épargner, celles qui le souhaitaient. Donc moi, j'ai participé à cette action pendant 4 ans. Après, j'ai arrêté, puis j'y suis retourné pendant 2 ans. Donc ça fait 10 ans, en fait. Et on a essayé de comprendre, en fait, à quel type de transformation la pratique de l'épargne, elle provoquait. En fait, à quoi ça leur sert d'épargner. Mais c'est pas juste pour savoir niaisement un petit peu et bêtement à quoi ça sert, c'est pas ça, c'est aussi pour que les personnes elles réfléchissent à ce que ce geste de l'épargne qu'elles ont commencé à adopter semaine après semaine, en fait, voulait dire pour elles, comment ça les aidait, etc., comment elles se projetaient. Et justement, par rapport à ce travail de recherche, on s'est vraiment basé sur la présence, ça veut dire tout ce qu'on a construit avec ces personnes pendant des années, à travers ces moments de présence qui sont silencieux, qui sont pas prévus, qui relèvent de l'imprévu, de l'opaque, et qui sont pas de la logique déductive, voilà, pas du tout. On est dans une autre logique. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la présence, elle a été pour nous le prérequis à installer des espaces de réflexion en commun et de dialogue en commun. C'est tous les espaces après dont Geneviève a parlé, des groupes de pairs, etc. Voilà, donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que la présence comme expérience à ATD, de mon point de vue, elle n'est pas astreinte forcément aux obligations du langage. Déjà, c'est une première chose. Et elle rejoint dans une certaine dimension l'écoute sensible de René Barbier, mais elle s'en différencie, moi je dirais, parce que elle repose vraiment sur une intentionnalité de la conscience. Notre conscience, en fait, comme frères et sœurs des plus pauvres, comme membres du mouvement ATD Quart Monde, elle a un objet et une intentionnalité, c'est l'éradication de la pauvreté. Donc pour conclure sur les deux questions que pose René Barbier, peut-on penser à un registre philosophique qui relèverait plus de l'expérience vécue que du simple concept? Et doit-on accepter d'être fécondé par des orientations de pensée qui sont propres à d'autres cultures, notamment orientales? Donc je dirais que la réponse est oui, bien sûr que oui, mais que
évidemment, il faut construire. Il y a une construction épistémologique qui est singulière. Il n'y a pas de règle générale là derrière. On ne peut pas y répondre avec une méthode. On peut répondre à ça qu'avec une construction épistémologique singulière qui se rapproche d'une praxis, en fait. Voilà. Donc, je voulais conclure là-dessus. Ah, je n'ai plus le son. Je sais pas si je suis le seul. Non, vous aviez le son encore pour la conclusion de Jérémy. Ah bah écoute, tant mieux. Alors c'est certainement le système qui m'a dit que c'était le moment d'arriver, si on veut garder un petit peu de temps pour les échanges. Jérémy, excuse-moi, du coup, je t'ai peut-être coupé comme j'ai plus de son. Non, c'est Est-ce que tu as fini. terminé C'est ce que tu fini. voulais dire? Oui, c'est Tu as fini. fini? Oui, ok, je lis sur tes lèvres que c'est oui. Parfait. Christian, tu avais très envie de rebondir tout à l'heure. Peut-être si tu veux le faire rapidement, puis après on laissera la parole à la salle. Je propose qu'on ouvre directement pour la salle, non, parce que le temps passe. Euh, euh, Peut-être si déjà, pour repartir un peu dans le sens inverse, s'il y a déjà des rebondissements sur cette idée de présence chez Jérémy, peut-être. Sinon, on part sur autre chose. Pas de réaction pour nos deux précieux invités. Parfois, c'est un peu long hein, pour que chacun réalise que le moment est venu. Bon, Ah, voilà Gaston. oui, ben, je pense que le silence est une preuve d'une écoute sensible que vous nous avez provoqué, quoi, hein. Et, et qu'il faut du temps. Alors la notion de temps, bon, pour aller vite, moi, et pour rejoindre un peu, nous rejoindre avec René, je suis dans comme on dit, dans une transition paradigmatique, quoi, qui inclut à la fois l'épistémé, les méthodes, la pratique et les modes d'être, et que cette transition est intergénérationnelle et c'est et puis transculturelle, quoi, hein. Et ça, je trouve, je vais vous remercier les deux organisateurs de nous permettre de cette connexion transgénérationnelle et transculturelle. Euh, et c'est ça qui me rend optimiste en vous entendant. Donc, j'avais un peu entendu Jérémy et je me dis, mais avec qui va-t-il faire sa thèse, quoi? Et parce que un des problèmes, c'est de trouver un directeur qui soit un interlocuteur. Et je suis très heureux d'avoir que c'était avec donc comment j'ai oublié ton nom déjà? Martine. Martine. C'était avec Martine. Et alors ça aussi, je trouve que c'est un élément extrêmement important dans cette nécessité de temps intergénérationnel et transculturel pour pour faire cette transition paradigmatique, hein. Merci à vous tous et à vous toutes. Alors, une question. Comment Martine et Jérémy vous vous êtes rencontrés? Bah, c'était mon enseignante quand j'étais étudiant à l'IED en master. C'est ça, je suis inscrit à son séminaire.
et puis par le biais de l'IED en fait. Oui, oui, je crois que c'est comme ça. Je crois qu'il y avait aussi des affinités de personnes. Là, c'était après l'objet de recherche, il est venu un peu par les expériences que vivait Jérémie à l'époque à Manille, qui était déjà à Manille. Et, et voilà, c'est les expériences qu'il réalisait après avoir vécu dans le cimetière de Manille. Et c'est vrai que ces savoirs expérientiels aussi qu'il partageait avec les gens, la grande pauvreté qui existait là-bas et qui continue à exister. Voilà, et puis après, comment les évangélistes, petit à petit, ont pris contact avec les pauvres et ont réussi à établir des rapports que Jérémie essaye de définir, hein, religieux, mais en même temps des rapports d'échange, des rapports aussi, une certaine écoute, des rapports... voilà, Jérémie pourrait peut-être mieux en parler que moi, mais en tout cas, c'est ce qu'il essaye de travailler dans sa thèse. C'est pour ça que la notion de présence est importante aussi, une notion d'écoute, ce travail aussi d'immersion qu'il a pu faire, qui est assez remarquable, quoi. Et peut-être Jérémie pourrait dire aussi comment il a travaillé les savoirs expérientiels des gens de Manille, comment il a pu faire émerger aussi ces connaissances que les gens avaient acquis voilà, au quotidien, par la débrouillardise principalement, enfin, les échanges. Enfin, tu as parlé tout à l'heure effectivement d'épargne. Hein, c'est vrai que, alors, par rapport à l'action, il y a la présence déjà dont j'ai parlé, qui est le prérequis de mon point de vue, à établir des conversations et des discussions qui décentrent les assignations de pouvoir et les assignations de pouvoir liées au savoir dont Geneviève a parlé. Donc on est allé un peu plus loin dans la recherche sur Manille, c'est que on a fait plusieurs choses. Bon, on a fait des entretiens, mais c'est pas un truc questionnaire, c'est un entretien, c'est une discussion comme ça. Hein. Est-ce que tu peux m'expliquer, me parler de comment tu gères ton commerce de fleurs? Est-ce que tu peux me raconter comment tu planifies ton budget, etc. Des questions comme ça, très basées sur l'expérience quotidienne. Et puis, regarder des photos, lire des bouts de rapports. Alors, les rapports chez ATD, c'est pas des rapports distanciés comme le travail social, hein, c'est des écrits très impliqués. Et on a repris des bouts de rapports qu'on a relus 5, 6, 7 ans après, donc on a traduit et qu'on a relu ou qu'on lit à voix haute à certaines personnes, puisque pas tout le monde pouvait lire. Et à part aussi de réfléchir à ce qui avait été écrit sur l'action par des personnes qui vivent pas dans le cimetière. Comment vous le vivez? Comment vous le recevez, vous, qui participez à l'action, qui ont créé le dispositif, etc. Donc on a fait plusieurs choses. On a travaillé par groupe de pairs, hein, Geneviève, elle a bien expliqué. Et aussi par moment, pas par groupe de pairs, mais par groupe, on va dire, d'histoires tissées, c'est-à-dire les gens qui étaient là à une période donnée, peu importe qu'ils soient volontaires, alliés, qui connaissent la pauvreté ou pas. Donc on a alterné un petit peu. On a travaillé par groupe de pairs, par groupe de communauté où on a vécu une expérience commune à un moment donné. Et là, c'était pas forcément par groupe de pairs dans le sens où les personnes qui vivaient la grande pauvreté avaient un espace. Voilà. On a essayé de faire en fait de plusieurs manières. Mais il faut dire que ça s'est inventé sur place. Hein. On n'a pas vraiment, comme j'ai dit, suivi la méthode du croisement des savoirs, Martine. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. D'ailleurs, là, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Ouais. La recherche, on a trouvé un éditeur, donc elle va être publiée par Chronique Sociale. Il va sortir à la rentrée le livre, donc on est très content de ça d'ailleurs. Donc je vous enverrai
les références du livre si vous souhaitez vous informer, apprendre de cette recherche et de cette grande expérience autour de l'épargne. Et ça permet aussi de soutenir le mouvement ATD Quart Monde. Si vous voulez acheter le livre au passage, c'est bien. Voilà, donc on est très content de ça aussi. Bravo. Merci. Ça, c'est un travail commun. Hein. Je leur dirai bravo à tous les gens qui étaient dans le coup. Voilà. Ça, c'est la recherche faite avec ATD Quart Monde, enfin dans le cadre d'ATD Quart Monde que tu présentes, qui est distincte, enfin partie à se De ma chevauche, thèse. mais avec la... Hein, voilà. Oui, c'est ça. Donc on a réussi à mettre dans le coup aussi un ancien secrétaire d'État qui a écrit une préface. Enfin, on a essayé de mettre dans le coup plusieurs types de personnes. Il y a Pierre-Joanne Lafitte qui a écrit un bout, une conclusion. Et puis les chapitres, en fait, ils sont coécrits. Alors, coécrire, ça veut dire aussi, on note précisément, on retranscrit ce que la personne dit, on écrit, on met en forme et on vérifie. Voilà, parce qu'on peut pas, on n'a pas la même habilité et formation pour écrire. Hein. Enfin, c'est tout ce que Geneviève disait tout à l'heure. Tout ça, c'est des conditions, ça demande du temps, des heures, des jours, des semaines, quoi. Voilà. Oui, j'aurais une question pour Geneviève, mais peut-être tu souhaiteras pas en parler. Hein. C'est à la suite du prix René Raymond. Te souviens-tu, il y avait eu comment dire, des tiraillements académiques, il me semble, euh, qui étaient très étonnants parce que ta thèse, le prix lui-même était complètement justifié. Euh, et pourtant, il y avait eu ces tiraillements-là, qui venaient en partie peut-être du nom de René Barbier, je ne sais pas bien, je ne sais plus exactement. Est-ce que tu souhaites en dire deux? Mais je peux dire un petit mot. Effectivement, j'ai concouru au concours des thèses de l'Université de Paris 8 sur les conseils du René. Donc, j'ai présenté un dossier sur ma thèse et j'ai été retenue parmi 10 autres thèses de l'année. Et ensuite, il fallait réduire la thèse d'un quart pour la mienne pour que ce soit en format de livre. Et il y a eu trois prix. Et j'ai été donc sélectionnée pour le prix René Raymond. Et tout allait bien. J'avais commencé la mise en page du document jusqu'à ce que d'un seul coup je reçoive un coup de téléphone me disant que je n'avais plus le prix des thèses et que je devais venir voir le directeur de la recherche de l'Université de Paris 8. Et il avait pris sur lui de remettre en cause la décision du jury des thèses. Et là, j'étais quand même un peu interloquée. Et je m'en suis remise aux différents membres du jury et en particulier la présidente, son nom m'échappe, Hélène Bézille, qui m'a conseillé, qui m'a fait comprendre qu'il s'agissait d'une rivalité finalement et qui était symptomatique de l'espèce d'incapacité de l'université classique, entre guillemets, de reconnaître comme scientifique et comme valable cette démarche de recherche action participative avec des gens qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Je pense que si ça avait été reconnu par le jury, ça ne l'était pas par la hiérarchie universitaire, ce qui était quand même un problème parce que ça demandait un désaveu
Et à partir du moment où les universités ne reconnaissent pas entre elles la valeur des travaux, il y a quand même un gros souci. Alors, j'ai été quand même bien conseillée par Hélène Bézille parce qu'elle m'a dit, mais ce qui t'a dit oralement, il n'aurait jamais pu l'écrire, donc tout simplement, il faut l'ignorer. Et voilà, donc je lui ai réécrit en disant que je remerciais pour avoir confirmé que j'avais bien reçu le prix des thèses. Mais la chose est remontée jusqu'à la directrice de l'université. Je voulais absolument pas lâcher parce que j'avais derrière moi, comme dit Jérémy, ces recherches, elles représentent l'existence de tous les gens qui ont contribué. Ça aurait été une défaite, non seulement pour moi, mais pour tous les gens derrière qui ont mis leur confiance, qui ont mis leurs espoirs, qui ont mis leur intelligence, qui ont mis. C'est pas simplement des savoirs d'astuces liés à la vie compliquée, c'est des savoirs existentiels exactement comme les gens qui n'ont pas l'expérience de la pauvreté, une réflexion aussi profonde. Et ça, jamais j'aurais voulu sacrifier ça. Donc, j'ai été jusqu'à la directrice de l'université et devant ma ténacité, elle a fini par reconnaître que oui, le jury m'avait décerné la thèse et que j'allais la conserver, le prix des thèses et que j'allais la conserver. Mais je dois dire que c'était un des grands combats de ma vie et je ne regrette pas de l'avoir livré, mais c'est pour vous montrer à quel point il est quand même compliqué de faire reconnaître et qu'il y a des enjeux qui sont, je veux dire, cette puissance, ce monopole de la pensée scientifique que revendiquent les universitaires, elle est vraiment, elle est irrecevable et elle est insoutenable. Brzezinski avait dénoncé lui-même il y a déjà très longtemps le fait que les universitaires se privent de la pensée qui viennent d'autres personnes. Il disait que le savoir des universitaires est tronqué s'ils se privent de la pensée des gens qui vivent dans la pauvreté. Donc c'est ça qui justifie, qui motive cette construction du savoir en coproduction, en croisant des savoirs. Voilà, et ça, c'est un combat. Ce que je vous ai exposé tout à l'heure au cours c'est un travail qui relève de beaucoup de gens depuis au moins 40 ans. Et c'est un combat et rien n'est jamais gagné d'avance. Il faut toujours le confirmer. Il faut jamais rien lâcher. Voilà. Donc, je vous ai l'impression de m'avoir donné cette occasion-là. C'était un des grands, un combat encore plus important que la rédaction de la thèse avec René. Ouais. Si je peux intervenir sur ce point, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais oui, très bien Jean-Louis, oui. Ouais. Je peux apporter un peu des éléments par rapport à ça, et puis un peu prendre de la hauteur. En fait, le prix René Rémond, c'était un prix de l'université de Nanterre, de Paris 10. Et à l'époque, l'université de Paris 8 avait fait une sorte de communauté d'université Paris Lumière avec Nanterre. Et alors que il faut quand même resituer qui est la personnalité qui porte le René Rémond. C'était quand même un des politistes les plus connus des sciences politiques et de l'après-guerre en France, qui était enseignant aussi à sciences politiques, et également à Nanterre. Et donc, il y a là, on voit que
pour reprendre l'expression un peu que Gaston avait donnée à un de ses premiers ouvrages, Combat aux frontières des organisations, là c'est combat à l'intérieur des organisations, hein, et notamment combat à l'intérieur de Paris 8, hein, parce que ça s'est passé beaucoup par rapport à l'image de la question de la recherche-action aussi. Voilà. Donc, heureusement que Hélène a été bien inspirée de conseiller Geneviève sur une logique qui était très, très institutionnelle, parce qu'on était vraiment dans une logique d'intimidation, hein, tout simplement. Et c'est pas indifférent. Bon, on va pas citer les noms, etc., pour pas avoir de diffamation, mais bon, ça s'était joué au sein des instances aussi de Paris 8 et par ricochet de celle de Nanterre, avec qui il y avait une communauté d'université. Bon, je voudrais juste rebondir un peu parce qu'on voit que c'est des sujets qui sont très, 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 très chauds, hein, et puis essayer de replacer un peu dans une sorte de prendre un peu de la hauteur et de voir que en fait, ce type de pédagogie, hein, par tout ça, il y a des enjeux, il y a des enjeux démocratiques. Et là, les enjeux sont quand même que des personnes qui d'habitude n'ont pas disons, de forme de reconnaissance et le droit à la parole, puissent avoir une parole, et c'est tout l'enjeu d'ATD, puissent avoir une parole collective, pensée, et après, sur la scène publique, politique, production des savoirs. Et là, ça rejoint d'autres mouvements, notamment, je pense, à ce que Gaston ou Georges Lerbet et d'autres faisaient à Tours de démarches par production de savoir. Voilà, je pense aussi à des démarches où on a pu faire en sorte, par exemple, ça a été très éphémère, mais bon, c'était une université populaire à Paris 8, directement inspirée de ces approches-là, où des gens qui à l'université produisent directement un mémoire, etc. Alors même si on n'a pas pu continuer parce que l'environnement, c'est quand même assez hostile, mais et je pense aussi à d'autres choses qui sont des formes de démocratie participative, vous voyez, comme il y a eu plusieurs types d'expériences, et dont on a souvent, qui ont donné des choses très très intéressantes, mais qui ont été souvent niées, hein. Ce qui a été issu des Gilets jaunes a été carrément, n'a pas eu l'audience que ça méritait, et ainsi de suite, sur beaucoup de domaines. Et la question que je me pose, c'est aussi très souvent, ceux qui font ce travail-là, ce sont souvent des anthropologues de terrain, hein, qui sont sur le terrain et qui essayent de donner à voir, de donner à entendre comment vivent les personnes et les communautés en grande pauvreté, hein. Et les sociologues, anthropologues, Geneviève a cité Du Boyle, un des premiers sociologues, anthropologues noirs qui travaillait déjà il y a plus d'un siècle aux États-Unis. Donc, il y a là des enjeux. Or, on voit que ces questions-là sont des questions qui sont quand même dans le monde dans lequel on traverse, sont quand même fondamentales. Et on assiste à un mouvement totalement inverse finalement, où les personnes et les groupes, même les chercheurs patentés, hein, sur l'écologie, sur autre chose, sont interdits de parole. On n'a même plus le droit d'employer les termes race, classe, euh, et c'est quand même, on est face à quelque chose, vous voyez, même les entreprises, etc. On est face à une fascisation finalement du monde qui redoute ce type de choses à un niveau assez général, hein. Ouais. Donc ça pose une question politique, et c'est pas pour rien que cette thèse avait obtenu le prix René Raymond, hein, et c'est un enjeu de sciences politiques, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, merci. Merci Jean-Louis. C'est vraiment tout à fait ça. Et c'est une actualité brûlante. Et c'est encore une fois, il faut rien lâcher, il faut poursuivre, voilà, il faut se soutenir, il faut persévérer, surtout persévérer.
Merci à tout le monde, parce que là, je ne sais pas ce que tu en penses, Flore, on est vraiment à nos 90 minutes, 1 heure et demie, et puis je pense que là, ces mots de la fin, oui, par Geneviève, par Jérémy, voilà, donnent une bonne, non pas conclusion à la soirée, parce qu'il faudrait être beaucoup plus longtemps ensemble, mais vient conclure au moins notre rencontre sur des perspectives d'avenir, y compris la bagarre amenée contre tous les dogmatismes anciens qui perdurent et qui, en plus, trouvent le moyen de se régénérer en quelque sorte en ce moment, via le Trumpisme et d'autres choses encore, et d'autres personnalités. Donc voilà, le combat continue, on va dire comme ça. Et j'espère que cette visio, justement, jusqu'à la fin, sera visionnée par de nombreuses personnes qui du coup, auront envie de garder le mort aux dents. Voilà. Conclure, Florent? Très bien. Bon, j'ai des petits soucis de matériel. Oui, je pense que vous m'entendez à peu près? Très bien. Oui. Ok, parfait. Bah, écoute, tout à fait. On va remercier nos intervenants. On va remercier la quinzaine de personnes qui se sont présentées. Donc, 19 heures, c'est mieux que 20 heures. Hein. On avait eu moins de monde la dernière fois. On gardera probablement cet horaire pour la prochaine fois. Merci beaucoup à Geneviève. Je vois que super, Jérémy est revenu. Donc, merci à tous les deux pour avoir présenté de l'intérieur et en interaction ce travail et, en résonance, hein, je dirais aussi avec René, ce que ça a pu apporter. Je partage évidemment tout ce qui a pu être dit ensuite. Merci beaucoup aux intervenants, au public. De mon côté, je vais arrêter la vidéo et nous la mettrons en ligne dès que possible, Christian et moi-même. A priori, c'est notre dernier séminaire avant l'été. On n'a pas prévu d'en calibrer un nouveau, mais on sera présent, Chris, tu seras d'accord avec moi, pour organiser tout cela à partir de, disons, le mois d'octobre, une fois que la rentrée sera passée. Parfait, parfait. Eh bien, encore un grand merci à tous. Merci Jean-Louis d'avoir été avec nous. Merci d'avoir témoigné. Nous sommes très heureux, toi qui as fréquenté pendant si longtemps René. On avait eu une idée peut-être. Alors, les idées de thèmes, des fois, on finit un peu comme ça. Eh bien, on s'était dit, eh ben, pourquoi pas reconstituer l'équipe d'Expéris de l'époque avec ceux avec qui nous sommes encore en contact, et ils sont plusieurs ici ce soir, et puis faire quelque chose dans cette fameuse convivialité que nous avions envisagé, exploré au tout début de cette rencontre. À très bientôt et une très bonne suite de semaine. Merci encore pour votre présence. Merci. Merci.